Et salut à tous, salut à toutes, bienvenue à tous les êtres humains, bienvenue à tous les geeks de cette planète. Aujourd'hui, on se retrouve comme prévu évidemment pour le top 5 des films de cette année, parce que oui, je n'ai pas été beaucoup au cinéma cette année, enfin, je n'ai pas vu beaucoup de films, que ce soit sur Netflix, sur Amazon ou tout ça. Donc par conséquent, je vais donc citer 5 films qui sont à mon opinion, bien entendu, ce que j'ai préféré cette année, ce que j'ai trouvé de plus réussi, de plus cinématographique, de plus drôle, de plus fun, de plus triste, de plus... Voilà, les 5 films qui ont été ce qu'on appelle un peu les gros bangers de cette vidéo. Donc tout de suite, générique. Alors, le classement, je ne vous le cache pas, a été extrêmement compliqué, puisque par rapport à l'an dernier où j'avais vu à peu près une quarantaine de films, que ce soit sur Netflix, parce qu'il y avait le Covid, donc il y avait les films qui sortaient sur les plateformes, où j'avais vu quand même pas mal de choses. Eh bien, ça avait été très compliqué, finalement, cette année, de faire un flop 5. Ça, c'était plus simple, parce qu'il y a eu... En fait, je trouve que cette année, nous n'avons pas une année très très riche en cinéma. Je m'explique. C'est-à-dire qu'on a eu des bons films, ça c'est... oui. Mais on a eu des films qui étaient très espacés. C'est-à-dire que, en fait, le Covid a créé une sorte d'accordéon, une sorte d'embouteillage, ce qui fait que quand les cinémas se sont libérés, on a eu plein de films qui étaient dans les cartons qui sont sortis, et tant mieux, mais du coup maintenant, vu que l'accordéon est passé, vu que l'embouteillage est fini, bah on a des projets, ça fait mal au derrière quoi. Alibi.com 2 qui va sortir cette année, à l'aide, Astérix, j'attends de voir, on a Shazam 2, enfin voilà, donc on a des films qui... Voilà, donc cette année, ça a été une année, dirais-je, en montagne russe. Et donc nous commençons avec le top 5. Mais avant de parler du top 5, j'aimerais vous parler des mentions honorables, des films qui ne sont pas dans le classement, mais que j'ai quand même énormément apprécié. Et donc je citerai juste deux trois petits mots sur Buzz l'éclair, avec Chris Evans, c'est doublé en VF par François Civil, qui est un film qui a fait un flop énorme alors qu'il était exceptionnel. L'animation était super, le scénario était bien construit, c'était très drôle, comme toujours avec les Disney. Il y avait même une petite touche d'émotion à la fin, le retour de l'Empereur Zurg, les scènes d'action sont bien faites. Moi, j'ai pas compris le flop de Buzz l'éclair, parce que j'ai trouvé que c'était un super film, que j'avais été voir sans trop de prétention, et franchement, c'était fou. Donc, moi, je trouve que Buzz l'éclair, c'était super. Je voudrais également vous parler de Thor Love and Thunder. Pourquoi? Parce que Thor Love and Thunder n'est pas un si mauvais film que ça en fin de compte. Parce que certes, c'est un film qui était rempli de défauts. Le scénario était beaucoup trop comique, il y avait des effets spéciaux qui étaient catastrophiques, mais qui avait énormément de pistes de réflexion autour de la mythologie de Thor qui étaient très intéressantes. On avait le méchant qui était assez réussi, on avait le retour de Thor, le viking musclé, saillant, on avait le retour de Nathalie Portman, donc voilà, on avait plein de pistes assez intéressantes qui n'ont pas été exploitées, mais il y avait des idées en tout cas. Et j'aimerais vous parler également de Uncharted, parce que comme vous le savez, si vous avez suivi mes toutes premières vidéos sur ma chaîne, je suis un énorme fan de la licence Uncharted. Je suis ce qu'on appelle une pute à Uncharted finalement, hein, pour le dire de façon un peu vulgaire. C'est-à-dire que j'ai joué aux 4 premiers jeux, je n'ai pas encore fait le 5, mais ça ne saurait tarder. Je trouve que c'est absolument... c'est pour moi, je pense, Uncharted 4 est mon jeu préféré, je pense. Je suis en train de me refaire Arkham Knight, donc peut-être ça va changer. Mais je trouve que c'est un jeu qui est brillant. Et j'attendais beaucoup de son adaptation en film, parce que Antonio Banderas, que j'aime beaucoup, Tom Holland, que j'aime vraiment beaucoup, Mark Wahlberg, à l'aide. Mais finalement, le tout s'est bien mélangé. Les scènes d'action sont certes pas très réalistes, mais plutôt très bien réussies. Les effets spéciaux sont
correct, le scénario se tient debout, les décors sont jolis, les personnages sont attachants, plus ou moins... euh, plus ou moins semblable au jeu, et puis ouais, donc ça se tient. Uncharted, c'était aussi également un très bon film que j'ai revu il y a pas longtemps, et que c'est ouais, c'est vraiment une belle surprise, Uncharted, et je trouve que c'est super. Donc voilà. Donc on commence par le cinquième top de cette année, à savoir Elvis. Toi et moi, nous sommes de la même graine. Deux enfants étranges et solitaires en quête d'éternité. Le plus grand spectacle sur... Alors, Elvis, réalisé par Baz Luhrmann. Alors, moi, j'aime bien le travail, enfin, en tout cas, de ce que j'ai vu, j'aime bien le travail de Baz Luhrmann. J'ai beaucoup aimé Moulin Rouge, j'ai adoré Gatsby le Magnifique, j'aime beaucoup Roméo et Juliette. Je suis en école de théâtre, lol. Donc, donc ouais, j'aime bien son travail, et je me disais, le voir reprendre l'histoire de Elvis avec Tom Hanks en colonel, je me dis cool, ça me parle. Je vois la bande-annonce, ça m'intéresse. Puis moi j'ai toujours bien aimé les biopics, donc je me dis c'est sympa. Et en fait c'était fou. En fait c'était fou. C'est un film qui a déjà dans sa mise en scène, dans son éclairage, déploie une énergie mais exceptionnelle qui t'emporte dans son histoire. Euh, alors ça, tout le monde l'a dit, donc c'est un peu con de dire ça, mais évidemment, Austin Butler est exceptionnel. Il est bluffant dans le rôle, alors que je crois que c'est l'un de ses premiers rôles, donc c'est terrifiant de voir ça. Quand tu es en école d'acteur de cinéma et que tu vois ça, tu dis bon, bah, je vais aller me suicider. Mais non, non, Austin Butler est exceptionnel. Tous les personnages, Tom Hanks évidemment, tous les personnages sont très bien construits, sont très attachants. Après, c'est un biopic, donc je sais pas la part de romance qu'il y a. Mais en tout cas, ne serait-ce que pour la mise en scène et l'énergie déployée dans son propos, dans la façon de raconter l'histoire du King, eh bien, je trouve que c'est brillant. Je trouve que c'est brillant, et c'était un très très bon film que je ne sais pas si c'est le film que je reverrai le plus, mais en tout cas c'est un film que j'ai énormément apprécié, que j'ai été voir également avec Aliénor, parce que de toute façon je passe ma vie avec Aliénor, donc voilà. Mais non, non, c'était un film qui est parfait, je dirais. C'est un film qui est à la limite de la perfection, il est fou en fait. Il t'emporte dans une sorte de tourbillon psychédélique à la Baz Luhrmann, de toute façon. Et franchement, j'ai trouvé ça. J'ai encore des plans qui me viennent en tête, des scènes folles. Donc, ouais, franchement, c'était absolument dingue, Elvis. C'était dingue. Voyez-le, il est sur Canal. Les choses viennent de t'échapper. Vous enfreignez les règles. Et vous devenez un héros. Quand je le fais, je deviens l'ennemi. Je trouve pas ça normal. Strange! Alors, évidemment, en quatrième position, je ne pouvais pas ne pas mettre Doctor Strange in the Multiverse of Madness. Parce que c'est un film, alors déjà c'est l'un des seuls films que je suis allé voir 2 fois au cinéma. Je suis allé le voir le jour de sa sortie, évidemment, parce que bah, tu connais Marvel, le sang de la veine. Hein. C'est un film dont j'avais un souvenir quelque peu, je dirais pas entaché, mais un souvenir un peu perplexe, en mode oui, c'est bien, mais bon. Et je l'ai revu hier soir, donc c'est tout chaud dans ma tête. Parce que je l'ai eu à Noël en fait, en DVD, t'as capté. Et bah c'est parfait en fait. C'est tout simplement fou. Alors, je balaye les critiques tout de suite. Oui, il y a effectivement quelques effets spéciaux qui sont un peu dégueux. Ça, c'est d'accord. Il y a peut-être 2, 3 plans qui sont horribles, notamment le plan avec l'œil.
Mais comme dans tous les Marvel, il y a toujours dans les films de super-héros un plan ou un effet spécial qui est pas bien fignolé et qui est pas fou. Mais quand tu vois tout le film, franchement, je trouve ça brillant d'avoir suivi euh, l'évolution de Wanda dans les comics et de l'avoir transposée dans le MCU. Parce que il faut savoir que dans les comics, la sorcière rouge, suite à la perte de vision, il me semble, pète aussi un câble comme elle le fait dans Doctor Strange 2. Parce que oui, spoiler, en fait, la méchante de Doctor Strange 2, c'est Wanda qui veut voler le pouvoir de America Chavez pour voyager dans le multivers et ainsi trouver un monde où ses enfants sont réels. Et ça, c'est intéressant parce que on a construit Wanda comme un méchant. On a essayé d'en faire un héros, même si les vrais fans de Marvel savent que c'était une sourasse. Euh, et on la retransforme en méchant, mais avec des vraies motivations. C'est-à-dire que, de la façon dont je le vois, Wanda a essayé d'être un héros, une héroïne, pardon. Elle a essayé, elle a fait partie des Avengers, elle a combattu le Baron Zemo, elle a combattu Thanos, sauf que elle a dû tuer l'homme qu'elle est, elle avait retrouvé, sauf qu'en fait elle s'est rendue compte que, ah, spoiler, capturer une ville entière, c'est peut-être pas une si bonne idée que ça, donc elle a retué son mari et ses enfants. Waouh, c'est peut-être un petit peu excessif. Et là elle se dit, tiens, je vais invoquer des démons à travers le multivers pour aller buter une pauvre enfant qui a rien demandé à personne pour pouvoir être tranquille dans ma vie. Bah, non, c'est pas comme ça qu'on fait. Mais pour revenir au film, c'est un film déjà qui est réalisé par Sam Raimi, on peut entre fans de Marvel appeler finalement le GOAT, le Jésus, puisqu'il a tout simplement réalisé les trois Spider-Man avec Tobey Maguire, qui, bon, enfin en tout cas pour mon cas, sont la base de mon amour pour les super-héros, c'est-à-dire que sans Sam Raimi, cette chaîne n'existerait peut-être même pas. Voilà. Donc on peut dire que, moi quand tu me dis, hé mec, tu aimes Doctor Strange Oui bien sûr. Ils vont faire une suite avec du multiverse. Oh oui, j'adore. Et en plus, ce sera réalisé par Sam Raimi. Bravo, bravo. Moi je dis oui. Prenez mon argent directement, allez-y, je vous fais un rib. Parce que... puis alors, me lancez même pas sur les Illuminati. Parce qu'on a quoi? On a Charlotte Xavier, Black Bolt, Flèche Noire, Mordo, Mister Fantastic interprété par John Krasinski qui était la surprise que personne n'attendait mais qui fait toujours plaisir. Captain Marvel qui a réussi l'exploit d'être encore plus arrogante que quand c'est Carol Danvers. Donc ça c'est voilà, rien à dire dessus, j'ai envie de lui casser la gueule. Mais on a Captain Carter et vous savez sur cette chaîne que quand il y a des gens avec du sérum de super soldat et un bouclier, ça marche, on adore, on est très fan. Puis oui non. Aussi le voyage dans le multivers, il y a un côté ludique à découvrir tous ces nouveaux variants, le variant de Strange 838, le Sinister Strange, le Dead Strange aussi que notre Stephen Strange à nous possède à la fin. Les effets spéciaux sont quand même très réussis sur l'entièreté du film. Les scènes d'action sont bien chorégraphiée, bien lisible, plaisante à suivre, que dis-je, exceptionnelle. Voilà, j'aime les superlatifs, j'ai surkiffé ce film à des levels stratosphériques, puisque j'adore Marvel, et j'ai très très envie de voir qu'est-ce qu'ils vont faire avec Doctor Strange 3, ou en tout cas, que va faire Doctor Strange dans la suite du MCU. Va-t-il mourir? Va-t-il devenir le leader des Avengers? Va-t-il être dans les Avengers? Tant de questions sans réponse, mais en tout cas tout ça pour dire que Doctor Strange, voilà, que j'ai été évidemment voir avec Aliénor aussi, une deuxième fois, hein, parce que voilà. Oui, parce qu'en fait sur tous les films de cette année, j'en ai vu 63 avec Aliénor, hein, il faut le savoir. Bref, mais en tout cas non, j'adore Doctor Strange 2, c'est exceptionnel et voyez-le parce il est presque parfait en fait, il est fou. Le seul petit défaut, et je terminerai là-dessus, mais c'est vraiment le seul petit défaut, c'est que je trouve que c'est un peu trop un film sur la sorcière rouge qui, certes, est devenu intéressante dans ce film, mais ça reste un film Doctor Strange, donc j'aurais aimé voir un peu plus Doctor Strange. Mais sinon, ça va. Voilà. And I need you to be strong. Strongheart.
En troisième position, évidemment, on entre dans le top 3. Avatar, la voix de l'eau pour James Cameron. Ai-je vraiment besoin d'en dire plus? Je ne pense pas. Non, mais c'était exceptionnel en fait. L'attente a été... En fait, dès le premier plan du film, dès la première scène, tu sais, tu te dis, ok, j'ai attendu 13 ans, mais ça valait le coup. La clacasse technique, mais la clacasse technique que nous avons tous pris. En fait, Avatar 2, on s'est pris un raz-de-marée. Tiens, humour. Parce que, en fait, ça se passe dans l'eau. On s'est pris un tsunami, en fait, en pleine figure. C'est-à-dire que sur 3h15 de film, il y a bien 1h50 de scène uniquement sous l'eau. Ou sur l'eau, ou dans les profondeurs. Et déjà que faire de la motion capture, c'était pas assez casse-gueule, il s'est dit, je vais faire de la motion capture sous l'eau. Le mec est taré. Le mec est taré. Donc, les plans sont fous, les scènes d'action sont cauchemardesques tellement elles sont parfaites. Je ne sais même pas comment on peut tourner ce genre de scène aujourd'hui. C'est brillant, c'est beau, c'est émotif. C'est une histoire qui parle de famille, qui parle encore une fois, d'écologie, de rapport à la terre-mère, comme dirait Aliénor, n'est-ce pas? C'est brillant, c'est brillantissime, c'est ouf en fait. Avatar, je manque de mots pour en parler, parce que, en fait, je vois toutes les idées qu'il y a, les idées de scénario, les trucs, c'est juste qu'en fait, alors, attention. C'est juste qu'en fait, alors la thématique de l'écologie me touche, évidemment, pour des raisons évidentes, parce que bah, j'ai pas envie de crever, en fait. Mais en fait, le rapport à la famille, de la façon dont c'est traité dans Avatar, j'entends, tout ce rapport à la famille, à l'adoption, parce que bah oui, Jack Sully a des enfants adoptifs, évidemment. Euh, Il y a un truc qui moi me laisse un peu en dehors, je vous avouerai. Mais par contre, à côté, la découverte de l'univers marin, de la tribu de l'océan, est absolument brillantissime. C'est au-dessus de tout ce qu'on a vu. Je veux dire, il y a 2 mois, il y a 3-4 mois, on voyait Black Panther 2 qui avait des scènes sous l'eau exceptionnelles, hein, c'est pas la question. Sauf que ben, ça se passait en profondeur, donc c'était très peu éclairé, comme ça, il y avait peu d'effets spéciaux à faire. Et là, qu'est-ce qu'il se dit, Cameron? Il dit, moi j'ai toutes des scènes en pleine lumière, comme ça tu vas voir des petits poissons, mon gars, tu vas regretter Thalassa. Bah, oui, bah, bien sûr, bah, bien évidemment. Enfin, c'est super. Donc, je dirais que le côté émotif du film a tendance à me laisser en dehors, mais que le, le- le- en fait, c'est la technique qui m'emporte plus, et c'est pour ça qu'il est que en troisième place, parce qu'il y a pour moi un gros défaut que de toute façon j'ai dit dans ma vidéo sur Avatar, c'est que avec le recul, j'ai l'impression que Cameron a un peu tout foutu dans les effets spéciaux et rien dans le scénario. Je m'explique. Parce que grosso merdo, le scénario est une repompe complète du premier, avec des subtilités évidemment, mais c'est tout simplement des humains qui viennent pour pomper des ressources sur Pandora. Avec, ok, la subtilité que maintenant Jack a une famille et que le colonel a été cloné et qu'il veut se venger. Mais franchement, on enlève le colonel, le scénario est exactement le même. Enfin voilà. Et puis alors, ne me lancez même pas sur le personnage de Spider qui est la définition même de l'inutilité dans un scénario. Donc, parce qu'en fait, le concept de Spider, c'est, ben en fait, les humains et les navis peuvent vivre ensemble. Bah oui, mais ça on le savait déjà, hein, c'est pas besoin de faire un personnage entier pour ça, donc non. Donc Avatar 2, c'était très bien, c'était très très fun, c'était très beau, c'était très poétique, mais Cameron, il va falloir que tu modifies ton scénar dans les suites, parce que si c'est toujours le même principe de oui, alors je viens pour me venger et puis je veux piller les ressources d'Avatar, oui, ça on appelle ça le colonialisme. Et on a fait pareil en Afrique et en Amérique du Sud. Allez, bise. Bref, tout ça pour dire qu'Avatar 2 c'était quand même exceptionnel. Mais voilà. Ah là là. Ah là 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 là. Là, le top 2 et le top 1, j'ai très 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 longuement hésité.
entre les deux. Vraiment, j'ai hésité. Et vraiment, mais alors vraiment, j'ai hésité. Le top 2, ah putain, c'est dur à dire. Le top 2, c'est Batman. The Batman. Alors, Alors attention. La peur est un outil. Ça va pas, non? Regarde avant de traverser! Connu Roman! j'ai énormément hésité, comme je vous l'ai dit, parce que The Batman, déjà, est un film que donc j'ai été voir 2 fois au cinéma, et depuis qu'il est sur Canal, je pense que je l'ai revu 5 fois, 6 fois peut-être, et quand j'ai acheté le DVD, je l'ai regardé 3 fois. Donc c'est un film que j'ai dû voir à peu près une dizaine de fois. C'est un film que je n'arrive pas à détester. C'est un film que les défauts que je trouvais en ayant vu le film au cinéma, ces défauts n'existent plus. Pour moi, j'ai compris pourquoi j'avais mal aimé ce chose et en fait pourquoi c'était important pour le film. C'est un film qui est parfait. C'est un film qui est parfait. Il y a des scènes que je n'aime pas, mais ça ne veut pas dire qu'elles sont mauvaises. C'est juste moi qui ne les apprécie pas parce que bah voilà. C'est un film, et alors commençons déjà de suite par, pour moi, ce qui est le plus gros point fort du film, c'est la mise en scène, et surtout la photographie. Il n'y a pas, écoutez-moi bien, il n'y a pas un plan dégueulasse dans le film. Déjà, il y a très peu d'effets spéciaux, ça joue beaucoup sur le clair-obscur, la lumière, les ténèbres, la figure de proue du Batman, la Batmobile, le crépuscule, le feu, il y a des lumières très orangées, je pense aussi notamment à la boîte de nuit où il y a des teintes très rouges-orange. C'est un film qui est exceptionnel. Je vais faire 14 minutes sur ce film, je préfère vous prévenir de suite. Déjà, l'homme mystère, c'est mon méchant de Batman préféré. Oui, ce n'est pas le Joker, je préfère l'homme mystère. Donc, on dit Paul Dano en Joker. Paul Dano, pour ceux qui suivent là un petit peu, c'est celui qui avait joué donc dans Swiss Army Man et qui a également joué dans Little Miss Sunshine. Il a également joué dans Prisoners. Enfin voilà, il a fait une petite carrière un peu dans des films un peu indépendants. C'est un acteur un peu de seconde zone, mais le fait de le mettre lui en Riddler, c'est exceptionnel. Et de faire de Riddler ce sort de tueur en série, hein, très inspiré. L'inspiration est évidente. Il est très inspiré par le tueur du Zodiac. Il laisse des cryptogrammes, il laisse des codes, il laisse des énigmes. Ça, on va à fond sur le côté détective du Batman. Et ça, c'est très très fun. Et pour moi, les 10 premières minutes de Batman, c'est ce que j'ai vu de plus fort au cinéma, avec ce monologue très long de Pattinson, de Bruce Wayne, qui explique qu'il est Batman, que la ville est en feu, tout ça. Parce qu'en fait, c'est ça qui est fort avec Batman, c'est que c'est tout le temps la même chose. Il y a des criminels partout, c'est la merde, je suis en dépression parce que bah, je fais que ça toutes mes nuits, sauf que si je ne le fais pas, il y a des innocents qui meurent, parce qu'en plus il y a des politiques qui sont corrompus, sauf qu'en même temps j'ai très envie de faire ça, et je sais que bah, mon seul but dans la vie c'est d'être Batman, c'est ma malédiction, mais en même temps je suis content. Et on l'a vu ça des milliards et des milliards de fois, que ce soit dans les jeux vidéo, dans les séries, dans les films, que ce soit la version de Tim Burton, la version de Christopher Nolan, la version de Zack Snyder. Tous racontent la même chose, mais en prenant un aspect différent, parce que Batman est le meilleur héros de chez DC Comics, mais ça tout le monde le savait. C'est un héros qui est complet, c'est-à-dire qu'il est à la fois quelque chose de très corporel, quelque chose de très physique. Donc si tu veux faire comme Zack Snyder, un gros film d'action bien vénère où Batman défonce des gueules de criminels à main nue, c'est possible, ça colle au personnage.
Si tu veux faire un film d'enquête comme celui-ci, un film d'enquête policière à la limite du thriller politique, Batman est le plus grand détective du monde, donc ça colle. Si tu veux faire euh, les origines de Batman, de voir le traumatisme qui ne guérira jamais de ses parents, ça marche. C'est la trilogie de Christopher Nolan qui montre un héros qui naît, qui tombe et qui finit par renaître parce que finalement le symbole du héros ne peut jamais mourir. C'est brillant. C'est-à-dire, en fait, bon, alors, à part Batman et Robin et Batman Forever, aucun film de Batman n'est nul à chier. Les 2 films de Tim Burton sont des chefs-d'œuvre. Les 3 de Nolan sont des chefs-d'œuvre. Les films de Snyder sont également des chefs-d'œuvre. Je ne veux rien entendre. Ok, c'est bon. Mais pour revenir à The Batman, on a également Jeffrey Wright, donc celui qui joue dans les James Bond, qui joue le commissaire Gordon. Voilà, j'ai trouvé ça cool de lui donner ce rôle parce que c'est un acteur qui mérite. En fait, c'est ça que j'ai beaucoup aimé aussi avec The Batman, c'est que c'est Matt Reeves. Alors déjà, voyez sa trilogie de la planète des singes parce que c'est brillant. C'est un réalisateur qui a donné à des acteurs de seconde zone des grands rôles. Parce que Robert Pattinson, quand il a été annoncé en Batman, et moi le premier, hein, tout le monde s'est foutu de sa gueule. Tout le monde a dit mais les gars, il a joué dans Twilight, il sait pas jouer, nanani. On a vu une bande-annonce, une seule. Il a fait fermer les gueules à tout le monde. C'est tout. Et moi il m'aura fallu un plan sur lui, pour que je comprenne que c'était le meilleur Batman. Voilà. Donc, ça soit dit en passant. On a également Zoé Kravitz en Catwoman, qui est, moi, un personnage avec qui j'ai un peu du mal, mais qui est quand même très bien écrit, très bien développé, très bien... comment dire très utile au scénario, je veux dire. Et surtout, ce que j'ai apprécié, c'est que... tout comme Poison Ivy ou Harley Quinn ou Catwoman, mais Catwoman a toujours été un personnage énormément sexualisé chez DC Comics, parfois à raison pour se jouer des hommes et devenir une manipulatrice, parfois à tort juste parce que elle a des fesses et des nénés quoi, et c'est marrant. Non. Là, c'est un vrai personnage qui n'a pas un méga costume sexy de la mort avec des décolletés à 360 degrés. C'est non. Donc voilà, Robert Pattinson, il livre sa meilleure prestation de sa vie entière, clairement. On a également, mais j'avais oublié, Colin Farrell en pingouin, qui a été tellement brillant qu'une série spin-off sur lui est en train d'être tournée au moment où nous parlons. Une version très différente du pingouin, mais en même temps assez similaire. On a John Turturro qui fait Carmine Falcon, qui a quelques scènes assez intéressantes. Et alors, je tiens à le souligner, c'est le seul film que je regarde en VO, parce que la VF, voilà, la VF, pour le Riddler ça va, mais alors pour les autres c'est une catastrophe. Hein. Non, regardez The Batman en VO, il y a une aura qui se dégage de ce film, qui est, pour moi, en fait c'était le renouveau qu'on attendait de Batman. C'est-à-dire que après tout la merdouille qu'il y a eu avec Ben Affleck de je reviens en Batman, en fait non, je réalise le film où il y aura Deathstroke, et en fait non, c'est moi Batman, et en fait non, et en fait... Là on s'était en mode mais qu'est-ce que c'est que ce projet avec Robert Pattinson, machin, et on voit le truc et on fait... Ben voilà, c'est pas compliqué, merde, c'est super. The Batman, c'est le putain de chef-d'œuvre de Matt Reeves. Et alors je finirai en disant que The Batman 2 est prévu, il me semble, pour 2024. Et c'est ce que je disais dans ma vidéo sur DC Comics, laissez The Batman dans son propre univers. Faites des séries dérivées, des séries spin-off sur les personnages, très bien, mais laissez-le dans son propre univers. Et je sais qu'il y a beaucoup de fan art sur Instagram qui... parle un peu de quel méchant pourrait être dans le deuxième The Batman. Alors déjà, moi je pense que le pingouin sera de retour. Et je pense que ça va être le Joker parce qu'il a été introduit dans la scène de fin. Donc à voir.
Mais j'aimerais bien que ce soit le Joker pour voir quelle version du Joker Matt Reeves va faire. Donc voilà, 9 minutes de vidéo. Ah les gars, j'ai forcé là, j'avoue. Bon bref, tout ça pour vous dire que The Batman, c'était exceptionnel. Voyez-le, il est sur Canal encore, ou sinon, achetez-le en DVD. Allez. Logique. Quand je vais vous dire le film que j'ai mis en top 1, vous, là, les haters, vous allez dire ah, mais oui, mais c'est normal, de toute façon, tu ne me regardes que des films de super-héros. Non, je ne regarde pas que ça dans ma vie, j'apprécie. Mais donc, arrêtons le suspense. Évidemment, en première place, j'ai mis, pardon, Black Panther, Wakanda, Forever. Je vais essayer de faire très court, très concis sur ce film, parce que j'ai déjà tout dit dans ma vidéo. C'est un film qui a un respect profond pour Chadwick Boseman. Et les gens qui disent oui, ils utilisent l'image de Chadwick et tout, c'est faux, c'est faux, c'est faux, c'est faux. Je suis un fan. Je suis peut-être le plus grand fan français de Marvel. D'accord? Ce film est immensément respectueux de la famille de l'acteur, de l'image, du mythe de Black Panther, parce qu'il faut se dire que Black Panther, ça a été le premier film où un personnage noir joue un rôle principal dans un film de super-héros, et où quasiment l'intégralité du casting est noir, et même de l'équipe technique. C'est un film qui était parfait, mais je ne reviendrai pas sur le premier Black Panther. On est ici pour parler du 2. Gros point fort du film, Namor, meilleur personnage introduit de la phase 4. J'adore Shang-Chi, j'adore Miss-Hulk, j'adore Moon Knight, hein, c'est pas la question. Mais Namor, c'est le sang de la veine. Voilà. Je n'en dirai pas plus. C'est le ref ultime, le personnage. Déjà, je trouve ça très bien de donner que Marvel, dans sa phase 4, donne de la visibilité aux minorités, j'entends, que ce soit des minorités ethniques ou des minorités politiques. J'entends par là les LGBT, tout ça. Et le fait que le peuple de Talocan soit une sorte de... Bah, moi, je la vois plus comme une sorte de dénonciation du colonialisme espagnol et des conquistadors. Et que, ils étaient tellement, comment dire, détruits par tout ça, par le colonialisme et les conquistadors, qu'ils ont été obligés de s'enfouir sous l'eau. Et en fait, je trouve ça brillant. Je trouve que le personnage de Namor est le personnage le mieux écrit de tout le film. Il a une évolution, il a une histoire qui est cohérente, qui est intéressante à suivre. L'interprétation alors j'espère que je prononce bien, de Tenoch Huerta est exceptionnelle. Puis alors, les scènes de combat, le mec il vole, il a une lance, il donne des coups et tout. J'adore, je suis fan. Moi de toute façon, vous le savez, hein, dès qu'il y a des films sous l'eau, moi je suis fan. Donc ça j'adore. Shuri, reste Shuri, donc on l'aime bien, on l'aime pour ce qu'elle est. Je devrais faire venir mon petit frère pour parler finalement de Ironheart, du personnage de Riri Williams, qu'on verra plus dans la série. En fait, tous les personnages voilà, gravitent autour de Shuri, dont on fait peser beaucoup de choses sur elle. C'est peut-être la future reine, c'est peut-être la future Black Panther, mais en même temps, elle n'en a pas envie. Sauf qu'au final, sa mère... Ah oui, sa mère meurt. La mort de Ravonna était certes horrible et émotive, mais quelle bonne idée de scénario, mais quelle bonne idée d'avoir tué la mère, et qu'au final Shuri soit obligée d'endosser toutes ses responsabilités, de devenir la reine du Wakanda, de devenir Black Panther,
C'était brillant, Black Panther Wakanda Forever. C'est un film où je n'ai absolument rien à redire. La mise en scène est brillantissime, la musique est sublime, le scénario est cohérent, les scènes d'action sont... Il n'y en a pas beaucoup, les scènes d'action, mais putain, qu'est-ce qu'elles sont folles. La scène d'action à la fin avec le sous-marin l'armure MK2 de Ironheart, le nouveau costume de Black Panther, l'arrivée de Shuri là, devant les anciens. Mamoite, frisson, frisson mon gars. Et puis alors la première scène avec la mort de Chadwick, enfin la mort de T'Challa, les larmes, des torrents de larmes. Donc je vais pas en parler pendant 150 ans. Black Panther Wakanda Forever, c'est tout simplement brillant, c'est tout simplement exceptionnel en fait. Voilà. Et si vous l'avez pas vu, bah dommage pour vous parce que vous avez raté le meilleur film de l'année. Oui, mais non, t'as oublié des films du Festival de Cannes, des films indépendants turcs, sûrement. Mais je ne les ai pas vus. Donc mon classement était totalement personnel. Je ne dis pas que ce que je dis fait office de parole d'évangile. Juste si vous n'avez pas aimé The Batman, vous n'aimez pas le cinéma, mais c'est pas grave. Humour, je précise, humour. Hein. Bref, tout ça pour vous dire que voilà, c'était mon top 1, mon classement des films que j'ai préférés, en tout cas cette année. J'espère que 2023 sera plus réussi. Alors, qu'est-ce qu'on a en 2023 Shazam 2, Alibi.com 2, 30 jours max, Astérix. Eh ben putain. À l'aide. Bref, allez, c'était Captain Melboy. Je vous dis à bientôt. Je vous souhaite de belles fêtes, une belle année. Et on se retrouve en 2023 pour de nouveaux films, de nouvelles séries et plein de nouvelles aventures. Allez, bise.